fait. Donc, au début, donc, comme on a dit, il ne faut pas sous-estimer les adversaires. Donc, on voit un lion, mais pas un virus. C'est quoi le coronavirus? Le SARS-CoV-2, est-ce un nouveau, en fait, c'est un nouveau virus. D'accord? Donc, les coronavirus sont des virus enveloppés avec un grand génome d'ARN simple brun à sens positif. Grâce aux études préliminaires, donc des vaccins contre le SARS-CoV-2, m'a soutenu, excusez-moi, est-ce que, oui, c'est bon. Donc, grâce aux études ultérieures qu'on a faites et antérieures surtout, on a fait beaucoup de travaux sur le SARS-CoV et MERS-CoV. C'est ce qui a permis que quand on est arrivé à avoir ce virus-là en 2019, on était déjà bien préparé. Il y a eu des essais cliniques avant, il y a eu des essais de vaccination avant, et on savait ce que c'est le domaine S et aussi le RBD, c'est-à-dire le récepteur binding domain qui se lie au récepteur ACO2. Et donc, tous les essais vaccinaux se basaient sur cela. Et heureusement qu'on avait donc cette longueur d'onde avant. Est-ce que la solution est la vaccination? Ou est-ce qu'on peut trouver un autre traitement beaucoup plus simple, qui coûte moins, etc. Eh bien, la solution est la vaccination. C'est vrai, la vaccination ne peut pas représenter la solution unique, parfaite, à toutes les pathologies infectieuses, mais oui, elle reste, avec l'amélioration de l'hygiène, un pilier essentiel du bien-être des sociétés humaines, et elle le sera encore dans l'avenir. C'est une citation de 2016, dont les vaccins, ça se discute. Avant, il faut revenir à comment se développent les pipelines du développement de vaccins traditionnels et accélérés. Un vaccin, normalement, prend 15 ans pour qu'on puisse donc le développer. C'est très, très important pour savoir ça. Et comme je vous ai dit, ce qui s'est passé, c'est que, regardez par exemple là, quand je mets la phase 1, phase 2, phase 3, ça prend entre 5 et 7 ans, d'accord? Et après, on va commencer la production, la synthèse, etc. Bien entendu, il y a des étapes clés. Il faut que ce soit soumis, qu'il y ait des autorisations, etc. Sans parler des primates et autres. Donc là, vous voyez, nous, on a fait pratiquement, donc on a commencé là, on n'a même pas bouclé les 11 mois. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute la partie qui a été déjà faite avec le SARS-CoV et le MERS-CoV, comme je vous ai dit. Et il y a eu déjà un début de préclinique, d'une phase préclinique. Il y a eu même quelques phase 1 de vaccins avant. Et surtout, il y a une décision de faire les phases 1, 2 et 3 et même la production de manière concomitante. Donc, les essais ont été conçus de telle sorte que les phases cliniques se chevauchent et que les débuts des essais sont échelonnés avec des essais phase 1, 2 initiaux suivis d'une progression rapide vers des essais de phase 3. Plusieurs fabricants ont déjà commencé la production commerciale de vaccins à risque sans aucun résultat d'essai de phase 3. Et c'est encore à risque. Et il faut vraiment, c'est très important de souligner qu'avancer avec des risques financiers était le principal facteur qui a permis le développement accéléré des vaccins candidats contre le SARS-CoV-2 et qu'aucun point n'a été ni devrait être coupé en termes d'évaluation de la sécurité. Ceci n'empêche qu'on prend des risques, mais on ne prend pas des risques pour la sécurité. C'est très important, j'insisterai encore et encore tout le long de cette présentation qu'il ne faut pas du tout, et là avec la surcom, que je vais en parler, de prendre des risques pour la sécurité. Là, je vais essayer de montrer comment ça se passe, les réponses immunitaires anti-SARS-CoV-2, que ce soit d'une infection naturelle, que ce soit une infection, donc la vaccination, donc intradermique, intramusculaire ou intranasale. L'infection naturelle nous donne des IgG.
Donc, au niveau des voies respiratoires inférieures, des poumons voilés en vert, mais aussi au niveau des muqueuses, des IgA, donc des anticorps neutralisants de type IgA et de type IgG. Et c'est ça la grande caractéristique. Parce que quand on va faire la vaccination, essayez de me suivre, et pour le moment, on a des vaccinations, tous les essais de phase 3 et qui vont peut-être avoir donc l'autorisation sont plutôt des vaccins intramusculaires et ça donne principalement des anticorps neutralisants qui sont les anticorps efficaces du type IgG. Donc ça ne protège pas réellement au niveau des voies respiratoires. Et cela, respiratoire supérieur. Et cela n'a pas de problème pour le côté pathogène du virus, mais il aura un problème pour le côté contagiosité. C'est-à-dire qu'on peut rester contagieux même si ce n'est pas dangereux pour nous-mêmes. Bien entendu, au niveau des muqueuses, on va aussi développer des IgG, mais c'est les IgA qui sont les plus importants. Et puis, il y a les possibilités de vaccination intranasale qui, elles, donc ces vaccinations peuvent protéger justement au niveau des voies supérieures, des voies respiratoires supérieures qui, je vais vous en parler, ne sont pas encore au point pour le moment, à la pente. Donc, il y a plus de 180 vaccins candidats, plusieurs formes différentes sont actuellement en développement. L'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, tient à jour un document du travail qui comprend la plupart de ces essais en cours de développement. Et les plateformes peuvent être divisées en approches traditionnelles, c'est-à-dire les vaccins qu'on a l'habitude de connaître, les vaccins inactivés, donc à virus inactivé ou à virus vivant atténué. Et puis, il y a les nouveaux, donc les vaccins protéines recombinantes, les vaccins à vecteurs vectorisés et les plateformes qui n'ont pas encore abouti à un vaccin jusque-là, qui sont les vaccins ARN, messager ou les vaccins ADN. Et on en parle en long et en large ces derniers temps. Donc, au fait, voilà le virus, donc avec son ARN messager, son enveloppe, sa protéine, sa matrice, sa protéine de pointe. Et si vous voyez cette protéine de pointe, il y a une partie qui est, donc ça c'est la protéine de pointe, avec une partie en rouge très importante qui est l'RBD, donc vous avez donc le receptor binding domain, donc qui est, ça c'est la protéine S, le spike protein, la fameuse c'est la protéine de pointe, et là c'est le domaine de binding domain. Il y a les virus inactivés, comme on a dit, donc c'est des virus inactivés, donc c'est des vaccins qui vont être à base de virus inactivés. Il va y avoir donc aussi des virus à ARN, des vecteurs donc non réplicatifs, des vecteurs non réplicatifs, vaccins à type de vecteurs non réplicatifs. Il y a aussi les vaccins à type de protéines recombinantes qui peuvent être toute la protéine, donc S ou le segment qui nous intéresse, qui est donc la partie l'RBD lui-même, donc le receptor binding domain. Et puis il y a comme je vous ai dit, pour les vecteurs, donc les virus à vecteurs non réplicatifs, il y a les non réplicatifs et il y a aussi ceux qui sont réplicatifs. Et il y a aussi les virus, donc vivants, atténués aussi. Tout cela, c'est tous les essais dont je vous ai parlé, qui sont les 188. Mais à la fin, donc il y a tous ces types-là, mais aujourd'hui, on a 155 qui sont réellement en phase préclinique, 39 en phase 1, 18 en phase 2, 11 en phase 3, parce que là, il y a le vaccin donc, indien qui a rejoint la liste, et on a même 2 autres qui vont rejoindre bientôt. Et puis, il y a 0 jusqu'à aujourd'hui, bien que le vendredi dernier,
Pfizer Biotech a demandé officiellement l'autorisation au FDA pour avoir l'autorisation de production, mais jusqu'à aujourd'hui, donc l'heure où on discute, il n'y a pas encore aucune autorisation pour ces vaccins-là, pour ces essais de vaccins-là. Là, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est qu'est-ce qui existe aujourd'hui en phase 3 et qui peut être produit actuellement. Il y a les vaccins à partir de virus inactifs, que ce soit donc Sinopharm avec Wuhan Institute, que ce soit Sinopharm avec Bing Institute, les deux, ce sont deux vaccins donc chinois, et aussi Sinovac, qui est aussi un troisième vaccin. Tous les trois, ce sont des vaccins à partir de virus inactivés et ils sont en phase 3 avancée. Donc, voilà ces trois. Qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est que ces vaccins-là, donc lesquels, puisqu'on parle desquels, ces vaccins-là, donc on les connaît. Donc, c'est comme un peu les vaccins, c'est comme la plupart des vaccins qu'on a déjà utilisés. Donc, on les connaît, que ce soit les inactifs ou les virus, à virus vivants atténués, ce n'est pas le cas ici, ils ne sont pas en stade 3, on les connaît. Donc, on est plus habitué à les utiliser. Il y a Novavax qui est la seule actuellement molécule, c'est une protéine recombinante et qui est le vaccin donc à base de protéines recombinantes qui est arrivé au stade 3 et qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires, mais qui reste pas très intéressant sur le plan jusque-là, bien que aucune, je vais le répéter tout à l'heure, jusque-là, il y a aucune publication réelle des études de phase 3 de tous ces vaccins qui sont arrivés à la phase 3, et les 11 vaccins-là, et qui sont donc l'espoir pour convaincre, pour qu'on puisse réussir à éradiquer peut-être ou atténuer l'infection, la pandémie SARS-CoV-2. Donc là, c'est encore, il n'y a rien de publié. C'est le seul vaccin en phase 3 qui est un type de protéine recombinante. Là, il y a les vaccins, donc un vecteur viraux non réplicatif. Il y en a 4 en stade 3. Donc, il y a Casino Biotechnology, il y a donc aussi le vaccin russe, Camellia. Il y a le Johnson, qui est donc une partie de Johnson & Johnson. Et il y a bien sûr le plus connu parmi ces 4-là, qui est celui d'Oxford AstraZeneca et qui est donc à base de vecteur viral non réplicatif. Je reviendrai quand on va dire lequel, parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui donne donc le prix imbattable aujourd'hui, le plus intéressant, est celui d'Oxford AstraZeneca. Après, il y a donc les nouveaux, les fameux vaccins génétiques, donc où on va introduire, en fait, on ne va plus introduire dans l'organisme l'antigène qui va produire donc un anticorps contre son antigène, mais on va produire le génome de l'antigène et c'est les cellules de l'hôte qui vont donc eux-mêmes produire donc, cet anticorps sans avoir l'antigène. Donc, c'est des vaccins génétiques. Il y a à base d'ARN et d'ADN, mais ceux qui sont en phase 3 aujourd'hui, donc c'est des vaccins ARN, donc en phase 3 avancée. Et comme vous savez, donc, il y a ce biotech Pfizer et il y a celui de Moderna. Donc, voilà les deux qui sont en phase 3. Quel est le meilleur vaccin? Et est-ce que c'est un ou plusieurs? Là, c'est vraiment, je peux passer des heures à expliquer, mais je vais essayer de donner 2-3 petites remarques aujourd'hui, parce qu'on essaye, on est en train de lire
Et avec les connaissances d'immunologie qu'on a et avec tout ce qui a été publié pour les phases 1 et 2, et notamment que ce soit phase 1 et 2, que ce soit les travaux qui ont été faits chez les primates pour ces vaccins-là, qu'on commence à essayer, et avec ce qu'ils ont donné comme renseignement, entre guillemets, un peu commercial, parce qu'il y avait aussi une course commerciale qui arrive le premier. Donc, on va essayer de déduire qu'est-ce qui s'en sort de tous ces vaccins. Bon, il est déjà très clair que les sujets âgés répondent moins aux vaccins. Et donc, dans ce cas-là, les vaccins classiques, et notamment ceux qui sont en phase 3, qui sont les vaccins ici, on a les vaccins, les vaccins non actifs, ils ne sont pas très efficaces. Pourquoi? Parce que c'est comme les vaccins qu'on connaît jusque-là, c'est comme le vaccin de la grippe à peu près, donc c'est à peu près 60%. C'est toujours, je parle avec beaucoup de précautions, en attendant la publication des travaux de phase 3. Mais ce qu'on sait, parce que quand même on est en liaison et on a donc, ce qu'on sait, c'est que c'est à peu près 60% d'efficacité. Et qu'il ne faut pas beaucoup s'attendre à une efficacité pour les formes graves et pour les sujets âgés. Là, et on a très peu de réponses CD4, CD8. C'est beaucoup plus des anticorps neutralisants. Ça donne des anticorps neutralisants à peu près dans 90% des cas, mais pas toujours le seuil nécessaire pour pouvoir donc avoir une réponse efficace, notamment pour les sujets âgés qui souffrent de sénilité du système immunitaire. Ce n'est pas un secret à personne. Donc là, les vaccins à ARN qui induisent une réponse interférente virale, et aussi les vaccins à vecteurs comme l'AstraZeneca, etc., ou adénovirus, sont plus adéquats pour ce groupe de patients. Donc, ils sont plus intéressants. Par contre, et là, c'est une réflexion, je veux dire, scientifique à creuser, peut-être que c'est les vaccins qui seraient intéressants à long terme pour les enfants. Parce que les enfants, on n'a pas besoin d'avoir donc il vaut mieux simuler une réaction naturelle, donc qui ressemble plus à la. On n'a pas besoin parce qu'il y a donc une très bonne réponse immune, etc. Et donc peut-être que c'est des vaccins en second lieu à envisager pour notre tranche d'âge. Il y a aussi que les vaccins vecteurs viraux non réplicatifs, que ce soit AstraZeneca, que ce soit ARN, donc protègent mieux contre les formes graves. Ça, c'est les données qu'on a jusque-là, bien évidemment. Comme vous avez entendu tous, ça fait la une des journaux, des infos partout. Donc, Pfizer parle, Moderna parle de 90 et 94 donc, % d'efficacité. Là, AstraZeneca, qui, suite à un incident, donc à une faute heureuse, qui au début donnait des demi-doses, des doses complètes et puis une deuxième, et qui avait une efficacité de 70%, suite à une donc, erreur effectuée par un des groupes qui a constitué 3000 personnes. Là, on a constaté qu'en donnant une demi-dose au début et de faire un rappel donc plusieurs semaines après avec une dose complète, là, ça donne beaucoup mieux, donc moins d'effets indésirables et beaucoup plus d'efficacité, et on atteint les 10% d'efficacité. Donc le schéma, c'est un schéma utilisé probablement plusieurs vaccins selon le type, donc selon l'âge, selon la forme, etc. Et puis aussi selon les conditions. Parce que vous savez bien que, par exemple, pour les virus ARN, ils ont besoin, notamment Pfizer, il a besoin d'être, donc comme l'ARN, en immuno, donc il a besoin d'être stocké à moins 80, moins 70, donc entre moins 80 et moins 70 degrés, qui pourrait être utilisé quelques jours à moins 4, mais ceci, je vous assure que c'est très important. Dans un pays comme le nôtre,
Quand on a, nous, à l'Institut Pasteur, déjà, c'est difficile, alors qu'on a des congélateurs à moins 80 et tout, ça nous est arrivé avant d'avoir perdu des produits très précieux parce que donc là c'est très important la chaîne de froid, ça dépend des pays. Aujourd'hui les pays occidentaux ont un souci pour le respect de cette chaîne de froid pour ces vaccins là à grande échelle de vaccination. Donc imaginez-nous, il faut penser à cela, il faut le mettre comme un des critères aussi. Certainement je ne doute pas que Labo trouveront une solution après. Moderna déjà pour elle a réussi déjà à pouvoir les stocker pendant plusieurs mois, à moins 20. Mais Moderna, pour le moment, c'est un vaccin qui est gardé beaucoup plus pour les États-Unis et pour peut-être les pays européens et beaucoup moins pour nous, bien qu'on fait partie de COVAX, du système COVAX, donc CEPI, et je reviendrai dessus. Donc là, c'est très important de ne pas avoir une réflexion étroite et d'envisager que peut-être il peut y avoir plusieurs schémas dans la stratégie de vaccination. Un schéma avec plusieurs vaccins dans la stratégie de vaccination. Donc là, c'est juste, je ne vais pas trop m'attarder, mais pour moi, c'est important qu'on visualise, qu'on voit comment est un SARS-CoV-2, les domaines et tout, l'RBT, la protéinase totale, etc. Quand, parce qu'aujourd'hui, on est dans une partie d'échecs, et l'échec très à la mode aujourd'hui. Il y a une série sur Netflix qui parle d'un jeu d'échecs. Donc, quand est-ce que c'est le coronavirus, le SARS-CoV-2 qui va gagner, ou est-ce que c'est le personnel de santé et le médecin en premier lieu qui va pouvoir faire échec et mat? Certains scientifiques, et je dis que ce soit des scientifiques anglo-saxons, que ce soit des scientifiques européens, francophones et tout, considèrent que c'est trop tôt pour crier victoire. Attention à un excès de précipitation. Le chef de service de Saint-Pétrière des maladies infectieuses venait de parler aujourd'hui même et hier aussi pour dire on n'a même pas encore d'études et on parle de choses qui restent vues à travers des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. C'est la même chose, c'est ce qu'a annoncé aussi professeur Ejmougouzi il y a 2 jours. C'est encore trop tôt. Donc, lui, en tant que chef de négociation pour les vaccins, c'est trop tôt devant des demandes de part et d'autre. Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on n'achète pas tout de suite? Oui, on négocie. Oui, on a les prix. Oui, on a toute une stratégie selon les moyens. Hein, parce que selon les moyens, ils ne vont pas nous livrer avant eux-mêmes, mais il ne faut pas aussi se leurrer. Donc, oui, mais avec beaucoup de précautions. Si jamais il y a un pépin, et je cite professeur Lecan de Saint-Pétrière, si il y a un pépin, on va nous reprocher d'être allé trop vite et ça va condamner complètement une vaccination pour des décennies, pour des maladies qui sont mortelles à 100% des cas et notamment une maladie comme la rage. Il ne faut pas avec donc aujourd'hui, ce qui se passe comme le populisme qui existe et tout, il faut être très prudent et il faut très prudent. Une surcommunication autour des vaccins peut tuer la communication. Oui au vaccin, oui on va aller au vaccin, mais il faut être très prudent. Trop tôt pour se fier à un vaccin, il faut rester raisonnable. En Tunisie, c'est clair, une vaccination en décembre, évidemment non. Il n'y aura pas de vaccination en décembre. Le début de la vaccination en Tunisie n'aura pas lieu avant mai-juin 2021. La Tunisie fait partie de COVAX, OMS, CEPI, donc elle est parmi les pays qui vont pouvoir bénéficier avec un moindre prix ou une partie qui pourrait être aussi une aide de ce système-là, mais pas uniquement cela. On est en train de négocier avec toutes les firmes qui sont en phase 3
qui sont donc en phase de production bientôt. Donc la production en Inde, qu'ils ont commencé parce qu'on a dit ça chevauchait donc entre les phases donc qui sont en production déjà, à l'exception de Moderna. On n'a pas pourtant, mais elle fait partie de COVAX. Donc on est en train de négocier. Beaucoup parlaient du Maroc. Pourquoi pas? On est comme le Maroc. Pourquoi le Maroc? Non, non, non. Il faut aussi se dire qu'on est dans la Tunisie, sur le plan politique, est très particulière. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire partie de la phase 3 des essais cliniques et officiellement, les comités concernés d'éthique ont refusé qu'on fasse partie de la phase 3. Et donc aujourd'hui, dans une démocratie un peu je dirais, ce n'est pas une vraie démocratie bien ancrée, pas une dictature, donc elle est en plein tourbillon comme ça, on n'arrive pas réellement à imposer donc, des essais cliniques de phase 3. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle le Maroc peut peut-être avoir des prix un peu privilégiés, entre guillemets, parce que les vaccins chinois sont disponibles. Donc, si on veut, on peut les procurer dès janvier et autres, mais il ne faut pas se procurer un vaccin comme ça. Il faut savoir pourquoi et comment et à quoi il sert. Et comme je vous ai expliqué avant, quand on voit le pour et le contre, il faut réfléchir avant de commencer une vaccination non réfléchie et pas sur une stratégie qui est adaptée aussi à la population tunisienne et aux caractéristiques de la sociologie tunisienne. Donc, comment on va le faire? Donc, est-ce que le SARS-CoV-2 va nous regarder, qu'il va y avoir un concours de vaccins et après il va muter, il va nous laisser tous comme ça, on est obligé de tout refaire? Pour le moment, non. Pour le moment, il n'y a pas. Les mutations sont très réduites. Elles ne sont pas en train de conditionner un changement de vaccin pour le moment. Et de toutes les manières, une fois la technique ARN messager ou vecteur viral non réplictif est bien efficace et elle montre donc son efficacité, c'est pas difficile de pouvoir changer. Il y a juste ce qui s'est passé un peu au Danemark et qui a un peu nous a fait peur, mais pour le moment où il y a eu une mutation, donc une potentielle mutation chez les visons. Et là, aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. La stratégie tunisienne, comment? Il y a les objectifs de la stratégie, une méthodologie, des axes de stratégie, il y a la budgétisation, aussi les incertitudes, les feuilles de route, tout ça est en train d'être travaillé et piloté par la direction de santé de base. Donc tout ça est en train d'être fait. Et donc, les axes de la stratégie, il y a l'axe de coordination, planification, la réglementation, l'approvisionnement, stockage et distribution, vaccination des populations, le renforcement des capacités et les aspects environnementaux et sociaux, donc morbidité, communication, et à la fin, suivi et évaluation. À qui? Parce qu'on a bien envie que les deux copines puissent se serrer. L'une serre l'autre dans ses bras et qu'on revoit la vie en couleur, la vie sociale. Donc, à qui on va faire, on va administrer ce vaccin en premier? Les professionnels de santé. Et c'est ce qui fait les personnes. Ça, ce n'est qu'une démarche particulière qui actuellement, la Tunisie, elle est plus dans cette démarche-là. Donc, professionnels de la santé, personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes vivant avec des maladies chroniques et lourdes, les personnes ayant des maladies chroniques et lourdes, 60% de ces personnes-là sont dans la tranche d'âge de 65 ans et plus, donc ça se chevauche. Et puis les acteurs exerçant dans les secteurs sociaux et vitaux, notamment l'armée, les enseignants et beaucoup d'autres. Donc, je cite, c'est loin d'être encore
identifiés. Bien évidemment, on pense au début, donc l'année 21, à commencer par vacciner entre 20% et pouvoir arriver jusqu'à l'année 22 jusqu'à 40%. Mais ceci, donc, comme vous voyez, 2021, ça va être masque, probablement et encore, et vaccin. Donc, de plus, nous ne savons pas combien de temps l'immunité vaccinale persistera. Pour le moment, l'infection naturelle donne une immunité normale avec réduction, certes, des anticorps. Il y a une réduction au cours du temps qui est des anticorps, mais il n'est pas grave, c'est-à-dire qu'il y a encore une immunité. À l'heure actuelle, on ne sait pas pour les immunitaires induites par le vaccin, est-ce que ça va être longue, courte, est-ce que, comme celle induite par l'infection naturelle, est-ce qu'il va y avoir des rappels toutes les années, plusieurs années, tous les 6 mois, c'est encore, est-ce que ça va changer, est-ce que ça va, donc aussi il y aurait des mutations et toutes ces questions-là sont encore donc des questions non connues, donc à combien pour le moment 20% de la population tunisienne, c'est ça l'objectif, entre 20 pour arriver à 40, mais c'est encore très loin, ce n'est qu'une stratégie pas encore totalement donc validée. Bien que la mise au point des vaccins progresse à une vitesse, donc les challenges, les quantités, combien, qu'est-ce que les progressent à une vitesse sans précédent, de nombreuses questions restent ouvertes. Il est probable que 2 doses d'un vaccin seront nécessaires, donc avec des doses de rappel potentiellement nécessaires à des moments ultérieurs. Dans ces cas, au moins 16 milliards de doses sont nécessaires pour répondre à la demande mondiale. Surtout aussi un des autres challenges et d'autres réponses, c'est comme je vous ai dit au début, c'est que les vaccins ARN, c'est des nouvelles technologies, c'est de l'innovation, c'est extraordinaire, ça va donner, ça va ouvrir mais vraiment beaucoup de progrès pour les traitements de cancer, etc. Mais encore, on ne connaît pas qu'est-ce que ça pourrait être comme des effets secondaires. Donc, il faut être très, très vigilant. Il ne faut pas crier victoire. Ça reste des challenges. Ça reste les suivis qu'on a à faire. Donc, il y a un siècle, à l'Institut Pasteur, on a commencé la vaccination. Et aujourd'hui, l'environnement a changé, mais le challenge est le même. La science est toujours un message d'espoir. Merci.